Bonjour à tous. On va débuter la conférence. Je vais utiliser deux écrans ce soir là, pour, si vous voulez, poser des questions. Vous avez un petit indicateur pour fermer, pour monter la main. Vous levez la main et je vais vous activer votre micro et vous pourrez poser votre question ou vous utilisez le chat qui est à côté. Laissez vos micros fermés, s'il vous plaît, pour pas les micros et les vidéos fermées, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous pouvez, s'il vous plaît, lever la main pour vérifier que tout le monde m'entend bien. OK, Sylvain, c'est correct. Si vous n'êtes pas capable de trouver le piton pour lever la main, vous pouvez répondre dans le chat. Vincent, c'est beau. OK. Christian. OK. Bon, il semblerait que tout le monde comprend bien. Parfait. Donc, si vous avez une question, levez la main et je vais vous partir le micro. Donc, vous pourrez poser votre question ou utiliser le chat. Sauf que là, je suis obligé d'utiliser deux écrans. Donc, c'est possible que je ne puisse pas répondre à votre question immédiatement. On va baisser les mains. C'est beau. Veuillez fermer vos vidéos, s'il vous plaît. Ne pas ouvrir les vidéos, s'il vous plaît. Bon, on va commencer. Premièrement, je vais vous parler aujourd'hui du ciel du printemps et la semaine prochaine, probablement, ça va être le ciel d'été. Donc, on va commencer. Vous devriez voir comme vous à l'écran. J'espère que ça fonctionne. Bon. Oui, je vais vérifier avec mon autre écran si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez le plan de la présentation? Oui, d'après ce que je peux voir à l'autre écran, ça fonctionne. Bon, parfait. Donc, vous parliez des périodes d'observation. On parle un peu des planètes, des classiques, les particularités et les défis, les phénomènes aussi à observer à l'œil nu. Maintenant, l'équinoxe du printemps, naturellement, était le 19 mars dernier. C'est le moment de l'année où le Soleil a traversé le plein équatorial terrestre, changeant ainsi d'hémisphère céleste. On voit ici, l'écran, on voit dessus, oui, OK. On voit ici, là, la déclinaison au printemps est à 0, alors que l'été, c'était 23,4. C'est qui, dans le fond, l'équinoxe, ça dit là, l'équinoxe est égal. OK, c'est beau jusqu'à là. Maintenant, la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, les derniers quartiers. Naturellement, les astronomes recherchent surtout la nouvelle lune
la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune est le 22 mai et l'autre le 21 juin. Le premier quartier, c'est quand même des bons moments là, pour observer la lune. C'est sûr, c'est la pleine lune qui est le pire moment. Mais le prochain nouvelle lune, c'est le 22 mai. Donc, si on regarde comme il faut, le 7 mai prochain, qui est bientôt, c'est la pleine lune. Donc, ce n'est pas un moment que les astronomes amateurs aiment beaucoup, sauf qu'on peut quand même regarder la lune avec un bon filtre pour couper un peu la lumière de la lune. On peut voir quand même des choses. Le son ne marche pas. Un instant, je vais vérifier. Pierre, il n'y a pas de son. Pierre, il faut un instant. Bon. Je m'excuse, je suis obligé d'utiliser deux ordinateurs. Vérifier avec Pierre, il y a des problèmes. Pierre, Lemon et André Noël, vous n'avez pas de micro, donc pour moi, vous n'entendez pas. Un instant. Maintenant, je continue. Maintenant, les crépuscules, bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est bientôt, hein, entre autres, bon, le mois de mars et le mois d'avril, c'est pas mal passé. Ici, le 19 mai, si on regarde à peu près le 19 mai, le coucher du soleil, à peu près, c'est le 20h23. Donc, le crépuscule civil, c'est 20h58. Nautique, 21h44. Et l'astronomique, naturellement, 22h40. Ça, c'est le ciel le plus pur, le plus noir. Par contre, on peut quand même observer quand c'est le civil ou nautique, mais le ciel est encore bleuté. Ça dépend où qu'on regarde. Si on regarde dans le fond à l'opposé du soleil, le ciel va être plus noir et ça va être quand même mieux. Et la durée du jour, naturellement, plus qu'on avance dans l'été, plus que la durée du jour est longue et la nuit est courte. Maintenant, une chose intéressante, on parle de l'heure bleue et l'heure dorée. L'heure bleue, c'est une période entre le jour et la nuit où le ciel se remplit presque entièrement de bleu plus foncé que le bleu ciel du jour. Cette couleur est particulièrement prisée par les photographes dans le cadre de la photographie de nuit. Et l'heure dorée, c'est encore aussi en photographie, c'est la période, dans le fond, la courte période suivant le lever du soleil précédant le coucher du soleil. C'est une chose quand même intéressante pour ceux-là qui prennent de la photo, qui font de la photo. Maintenant, les périodes optimales d'observation. Bon, si on regarde le graphique ici, en noir, c'est la durée de la nuit. On remarque que plus qu'on avance dans l'été, plus que la nuit baisse. Pas sur la nuit baisse, ça veut dire que la durée de la nuit est encore plus courte parce que le jour est plus long. Les pointes ici, c'est les pleines lunes. Et les creux, naturellement, c'est les nouvelles lunes. Là, j'ai dit que c'était le 22 mai. C'est à peu près là. Maintenant, je vais parler des planètes. Je vais vérifier. Bon, je vais toujours avoir un peu la tête penchée de l'autre côté pour voir. Là, je n'avais pas décollé ma vidéo, excusez-moi. J'avais décollé ma vidéo, c'est plus poli. Maintenant, les planètes. On parle quand je vais parler un peu des planètes, on va parler de deux choses, l'élongation ouest et l'élongation est. Okay? Et on va parler aussi des fois d'opposition et de conjonction. Si on remarque l'opposition, c'est la meilleure période pour observer une planète. On voit qu'on a le Soleil, de la Terre, et ils ont une autre planète comme l'opposition de Mars. On voit qu'on est du même côté. Tandis que quand c'est la conjonction, le Soleil cache la planète, donc on ne peut pas la voir.
Maintenant, Mercure. Mercure pour mai, justement, on vient de voir passer Mercure. Pour mai, juin, juillet, elle est observable en milieu de nuit. À la mi-mai, à peu près jusqu'à la mi-juin. Elle retourne, dans le fond, elle retourne vers fin juillet le matin. On voit ici les graphiques pour, dans le fond, la présence de Mercure. Mais Mercure est quand même très difficile à voir. Elle est toujours très, très basse à l'horizon. Elle est toujours dans un peu un fog très, très brouillé, là, jamais très, très, très clair. Mais c'est quand même un beau défi de regarder Mercure. Maintenant, une chose intéressante, le 3 juin, c'est la plus longue égalisation S de Mercure. Donc, S, ça veut dire que le soir. Donc, c'est la meilleure période pour repérer Mercure, car c'est là qu'elle est plus éloignée du Soleil. Donc, plus qu'elle est proche du Soleil, plus qu'elle est difficile à observer, tandis qu'elle est éloignée, elle est plus facile à observer. C'est la meilleure période. Maintenant, Vénus. Vénus est visible actuellement. Vous pouvez le voir très, très bien dans le ciel depuis plusieurs semaines. Elle est visible, dans le fond, depuis le début du printemps, dans le ciel du soir. Entre autres, bon, le 24 mars, c'est passé. La présentation était faite aussi au club de Boucherville. Donc, c'est pour ça, des fois, vous allez voir des choses qui sont déjà passées. Par contre, en juin, elle revient timidement dans le ciel du matin. Entre autres, à la fin juin, elle est la conjonction inférieure. Donc, elle est pratiquement ici, comme on voit, les plus visibles. Maintenant, je vais vérifier. Non. Bon, en mars, la planète Mars, elle est visible tôt le matin. À mesure que le printemps progresse, par contre, elle est de plus en plus présente et brillante dans le ciel. Là, elle est très, très tôt le matin. Mais à mesure que, dans le fond, Mars va être visible en deuxième partie de nuit à partir de juin, juillet et août. D'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, mais Mars va être en très, très bonne position pour cet automne. L'automne qui s'en vient. D'ailleurs, dans l'hyperespace, le prochain hyperespace qui va sortir en juin, on va vous parler de Mars. Il n'y a pas de main levée, non. OK. Bon, Mars est visible quelques heures après le coucher du Soleil. Là. La planète, dans le fond, elle va être à l'opposition le 13 octobre. C'est sa meilleure période, comme on peut voir ici le graphique. Plus qu'on s'en va dans l'automne, plus qu'elle est en bonne position. Maintenant, Jupiter et Saturne. Bon, encore là, Jupiter et Saturne sont visibles très tôt le matin. Par contre, à mesure que le printemps progresse, eux autres aussi, ils vont être visibles, dans le fond, très, très en bonne position pour cet été. Par contre, ils ne sont jamais très, très, très hauts dans le ciel. Donc, comme on peut voir ici les graphiques, plus que l'été, on voit là juin, juillet, qui est en bonne position, et Saturne, la même chose. Donc, c'est surtout pour cet été. Actuellement, ils sont visibles, mais très, très tôt le matin. Maintenant, Uranus est visible en début de nuit pendant le mois de mars. Bon, ça est déjà passé. Par contre, elle est en conjonction avec le Soleil le 25 avril. Donc, elle est non observable à partir de la mi-avril jusqu'à la mi-juin. Elle revient dans le ciel du matin vers la mi-juin. On regarde ici, là, selon le graphique, la mi-juin, elle revient. Oui, j'ai un commentaire ici que Vénus est très belle à observer. Effectivement, elle est très belle, en très bonne position avec cet ainsi. Elle est très brillante pendant plusieurs semaines. Vénus est l'un des objets les plus brillants du ciel actuellement. Des fois, on reçoit souvent des messages là, sur le courriel de la SAPEM pour nous demander c'est quoi cet objet-là brillant. Même des fois, il y en a qui confondent Vénus avec un phare d'avion. Sauf que c'est ainsi, il n'y a pas beaucoup d'avions. À noter, par contre, Uranus est visible à l'œil nu dans un ciel bien noir. Mais il faut avoir une très, très, très bonne vue. Il y a un ciel très noir. Maintenant, Neptune. Bon, Neptune, c'est quand même des choses intéressantes. Ce n'est pas des grosses choses au télescope. Mais elle va être en mai, elle va être de retour vers la mi-mai, le matin, très tôt. Et juin, juillet, elle va être visible en fin de nuit. On voit ici, en juin, juillet et août, quand même bien. C'est surtout l'automne qu'elle va être en bonne position. Au septembre, pendant le rock, elle va être en bonne position. Les comètes, bon, on parle beaucoup de comètes, c'est ainsi. Les comètes, c'est souvent, c'est les déceptions dans le fond du ciel, car il y a beaucoup de promesses
et peu de promesses vraiment se réalisent comme il faut. Entre autres, il y avait la comète Pan-STARRS, T2 Pan-STARRS, qui était supposée d'être très, très belle et très brillante. Elle était effectivement très, très brillante et très belle dernièrement, mais elle s'est scindée en plusieurs morceaux, en plus que 5 à 6 morceaux, et est à peu près plus visible. Il y a la comète SWAN, C2020 F8 SWAN, qui peut être intéressante. On voit ici, bon, ça c'est une carte là, de la comète Pan-STARRS, mais comme j'ai dit actuellement, là, elle est elle va être proche de la Grande Ourse, là, bientôt, là, au mois de juin, début juin. Mais actuellement, elle est très peu visible. Là, elle a perdu beaucoup de son éclat. La comète SWAN, par contre, elle semble actuellement en très bonne position. Elle est dans l'hémisphère sud. Mais depuis hier, elle a diminué beaucoup de luminosité. Actuellement, elle est même visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud. Donc, c'était une promesse pour nous autres. Sauf que, encore une fois, nous autres, on n'est pas chanceux dans l'hémisphère nord, car si elle reste assez brillante, quand elle va être visible pour nous, elle va être visible très, très bas à l'horizon. Dans les 10 degrés, à peu près 10 à 15 degrés, même pas 15, je pense. Elle va être quand même assez brillante, mais elle va être très, très basse à l'horizon. Excusez. On va être très chanceux pour la voir quand même. On voit ici une photo qui a été prise dernièrement par une personne qui est à l'île de Réunion, qui est dans l'hémisphère sud. Vous voyez, quand même, si je me souviens bien, c'est de 10 à 12 pleines lunes, là, la queue de la comète ici, à peu près à 10 à 12 pleines lunes. C'est quand même très, très beau. Il n'y a pas d'autres questions. Maintenant, on va commencer dans le vif du sujet. On va vous parler des plus beaux objets du ciel du printemps. Naturellement, comme toujours, le printemps, l'été, toutes les saisons, il y a toujours les constellations circumpolaires qui sont visibles toute l'année. C'est-à-dire que les constellations qui sont autour du cercle polaire, comme la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Cépée, le Dragon, la Girafe, toutes ces constellations-là sont visibles toute l'année. Donc, il y a des objets qu'on peut voir toute l'année. Et il y a les constellations plus du printemps, telles que le Bouvier, le Cancer, la Vierge. La Vierge, il y a beaucoup de galaxies dans la Vierge, c'est très intéressant. Le Lion, le Petit Lion, la Chevelure de Bérénice et les chiens de chasse. Voici une photo de la Voie lactée. Ce n'est pas moi qui ai pris la photo. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas moi. Maintenant, on voit la carte du ciel du printemps. On voit ici le cercle polaire, naturellement, sont toujours visibles. Maintenant, on va parler un peu des chiens de chasse. Il y a quand même beaucoup de choses dans les chiens de chasse. C'est quand même assez surprenant. Ce n'est pas une énorme constellation. Entre autres, la galaxie du Tourbillon, qui est très belle, la galaxie du Tournesol. Ici, on voit la galaxie La Baleine, qui est une très belle galaxie, qui est très, très longue, mais très immense. Il y a M3, qui est un bel amas. Il y a M106, c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Maintenant, la galaxie du Tournesol, c'est une galaxie spirale qui est très belle aussi. Elle est, comme je viens de dire, elle est dans les chiens de chasse, à 37 millions à peu près d'années-lumière. La période pour la voir, c'est entre février à juin à peu près. Et il y a une bonne magnitude, quand même, une magnitude 8.5, c'est quand même assez facile à voir. C'est sûr qu'en ville, c'est toujours plus difficile et c'est quand même une bonne taille. C'est quand même un objet qui est assez fun à regarder. Là, les bras spiraux sont quand même assez intéressants à regarder. Les galaxies que je vais vous montrer, la plupart que je vais vous montrer ce soir, je les vois, moi, de Boucherville, mais avec mon Héliscope, qui est un télescope nouvelle génération. Et un soir, dernièrement, j'ai observé pendant 3h30 avec Pierre, entre autres, Pierre Tourné, qui était lui à Hudson, et moi, ici à Boucherville, on a observé beaucoup de galaxies, justement, dans la Vierge, entre autres, et dans les chiens de chasse. Maintenant, la galaxie du Tournesol, qui est une très belle galaxie, qui est juste un petit peu à peu près ici, pas loin de la Chevelure, juste en bas, dans le fond de la Grande Ourse, qui est un peu une galaxie, c'est-à-dire un amas, excusez. Ici, M3, c'est quand même un très bel amas, quand même assez brillant, quand même assez facile à voir. Une magnitude de 6.2, c'est quand même assez bien dans les chiens de chasse. Elle est visible d'avril à juin. Actuellement, elle est quand même assez bien positionnée. Pas très, très haute, il faut attendre un petit peu plus tard, mais on la voit quand même bien.
Ici, M3, à peu près ici. Maintenant, M51, qui est une de mes préférées, la galaxie du tourbillon. On la voit court, à une distance d'à peu près 1 million d'années-lumière dans les champs de chasse, encore une fois. Elle est visible de novembre à août, donc elle est quand même très, très, très visible. À magnitude de 8,1 à peu près, quand même assez intéressant. Et assez large, là, on voit souvent, bon, c'est ainsi, là, je l'ai pris quelques fois depuis quelques semaines, des photos. On voit vraiment les deux bras, et on voit là, les bras là, spiraux là, de la galaxie. Et j'ai su dernièrement, je ne sais pas si je n'ai pas eu la chance de confirmer avec un astronome professionnel ou un document scientifique, mais j'ai su que c'est la petite galaxie qui envalait la grosse galaxie. J'ai été surpris, j'avais cru toujours que c'était la grosse qui envalait la petite, mais il semblerait pour cela, c'est la petite qui envale la grosse. C'est sûr que quand on parle d'envaler, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Elle est à peu près située ici, juste un petit peu en haut de la Grande Ourse, dans la constellation des Chiens de Chasse. On voit ici une photo justement que j'ai prise le 1er avril dernier. On voit vraiment là, les bras spiraux et qui s'en vont jusqu'à l'autre galaxie. Là, il ne faut pas oublier que cette photo-là a été prise à Boucherville dans la pollution totale. Donc, c'est quand même assez bien. Je n'ai pas d'autres questions. Non, pas de questions. C'est bon. La galaxie de la Baleine, qui est une des galaxies que j'aime bien, parce qu'elle est très, très grande. Elle est vraiment immense dans les chiens de chasse, encore une fois, de février à juillet. Elle est un petit peu plus pâle. Pas pâle, je veux dire, la magnitude est un petit peu plus élevée, mais c'est quand même un très beau défi. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez surprenant. Elle est très, très large. C'est quelque chose à regarder. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, pour moi, c'est une de mes préférées aussi. Elle est située un petit peu ici, dans le fond, les chiens de chasse et la chevelure. En passant, pour la conférence, après ça, elle va être enregistrée sur elle va être mise dans le fond, en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la regarder encore une fois. Maintenant, dans le Lion, il y a des choses intéressantes, comme la galaxie de l'Union coupée. Il y a ici M96, M95, mais ici, ce qui est intéressant, il y a les triplets du Lion et la galaxie du Hummingbird. Les triplets du Lion, c'est quand même assez intéressant, c'est une belle galaxie. Il est beau dans ma galaxie. Maintenant, ici, j'ai une photo justement qui a été prise par Martin Dufault du triplet du Lion, qu'on voit très bien, la belle étoile ici, et les 3 galaxies. Donc, c'est quand même très, très bien. C'est naturellement dans le Lion. C'est visible de février à mai, avec une magnitude environ de 9,3. C'est quand même un objet très, très beau. Là. Quand on réussit à avoir toutes les galaxies dans le même champ, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ici, on voit le Lion, on voit Régulus qui est ici. Elle est située à peu près ici, la galaxie. On voit ici, là, si je regarde le triplet du Lion, M65, M66 et la galaxie du Hummingbird qui est ici. C'est qu'on parle du triplet du Lion. Maintenant, encore ici, M66 qui est dans le triplet, qui est une très belle galaxie. Elle aussi, elle est visible naturellement de février à avril. Mais c'est ainsi, elle est quand même visible, là, même si on est rendu au mois de mai, mais elle est quand même assez basse. Maintenant, M66 est situé à peu près ici, toujours proche du Lion. Parce que maintenant, M95, qui est une galaxie, dans le fond, assez belle aussi dans le Lion. Décembre-avril, qu'elle est visible, un peu dans le fond, c'est la même chose. NGC aussi, 3351. C'est une très belle galaxie aussi. On voit ici les deux, M95 et M96. Je vais vérifier si vous avez des questions. Non, pas de questions. Et bon, on continue. N'hésitez pas si vous avez des questions. M96, bon, comme le vu ici, ça, c'est pas une photo de Hubble, naturellement. Elle aussi, donc, de décembre-avril, dans le fond, toutes ces galaxies-là, c'est la même période, vu que c'est tout dans le Lion. Maintenant, galaxie de la Vierge. Bon, il y a beaucoup de galaxies dans la Vierge. Entre autres, la galaxie du Sèche-Cheveux,
le moulin de la Mole, la M90, M60, la M58, M49, galaxies spirales d'un enflure, il y en a beaucoup, là. C'est seulement quelques-unes galaxies. Dans la Vierge, il y a beaucoup de galaxies. C'est ainsi, justement, où je suis à Boucherville, c'est surtout la Vierge là, qui est accessible, c'est là-dedans, quand je m'amuse, c'est ainsi. Maintenant, M90, qui est une galaxie quand même assez spirale, qui est aussi une teinte plus jaune que les autres galaxies. Souvent, c'est blanc, elle a une teinte plus jaune, naturellement, dans la Vierge. Elle est visible de novembre à mai. Une magnitude un petit peu plus élevée. Bon, quand même difficile à voir en ville, mais à la campagne, on se voit très bien. Il est situé à peu près ici. Maintenant, M61, qui est une belle galaxie, qu'on appelle les galaxies spirales de l'enflure, à 60 millions d'à peu près d'années-lumière. Elle est, dans le fond, à peu près une magnitude de 9,7. Elle est visible à peu près de février à mai. C'est ainsi, là, justement, la Vierge qui est bien positionnée. Elle est justement ici, à peu près. On voit ici, on peut se repérer avec Spica, qui est l'étoile principale de la galaxie de la Vierge. Pas la galaxie, la constellation, excusez, de la Vierge. M104, qui est une de mes préférées. La galaxie du Sombrero. Elle est quand même assez basse à l'horizon. Elle est visible aussi dans la Vierge, de janvier à mai. La magnitude de 8. Mais c'est quand même une superbe galaxie. C'est ma préférée. C'est ainsi, là, c'est vraiment un très bel objet. Je pense que j'ai une question. J'ai vu quelque chose à passer. Non, je n'ai pas de question. M104, elle est juste ici, pas loin de Spica. On voit ici une photo que j'ai prise dernièrement, là, le 23 avril dernier. On voit très bien la principale, l'objet principal, mais dans le fond, la chose d'étoile qui brille beaucoup dans le centre de la galaxie. On voit comme le chapeau, le sombrero, sur le dessus, on voit très bien là, son image. Ça, c'était pris ici à Boucherville, donc dans la production totale, c'est quand même assez bien. C'était pris justement dernièrement. C'est bon. Maintenant, dans la Grande Ourse, il y a quand même beaucoup de choses aussi intéressantes dans la Grande Ourse. Entre autres, les deux galaxies que je préfère dans la Grande Ourse, qui est Bolt et la galaxie du cigare. C'est surtout ceux-là, en tout cas pour moi, que je préfère. Bon, il y a aussi M108, c'est la galaxie spirale de la plage de surf, qui est un beau nom, je trouve, dans la Grande Ourse, qui est visible de janvier à mai. C'est sûr que la Grande Ourse, elle est visible toute l'année, mais ici, la magnitude est quand même un petit peu forte. Je vais regarder, bon, il y avait un instant pour répondre à une petite question. André, il manque combien d'étoiles dans les bras spiraux d'une galaxie? Il peut y avoir des milliards d'étoiles dans les bras spiraux d'une galaxie. En partant d'une galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Je ne les ai pas comptées, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Maintenant, janvier à mai, une magnitude 10, comme je disais. On voit là quand même, la photo est très, très belle. Ce n'est pas une photo que j'ai prise, c'est une photo d'Hubble. Il est situé à peu près juste ici. M97, qui est la nébuleuse du Hibou, que j'ai pris justement la semaine dernière, qui était l'un des défis d'Unistellar avec le télescope Eviscope, qui est une nébuleuse quand même assez intéressante, mais ça, c'est une image d'Hubble. Elle est quand même assez pâle. On ne voit pas autant de couleurs. En tout cas, ici en ville, je ne vois pas autant de couleurs que ça. Mais à la campagne, ça va être quand même un petit peu supérieur. Naturellement, la taille, je n'ai pas réussi à trouver la taille de cette nébuleuse-là, mais c'est quand même intéressant. Je pense que j'ai... Okay, pas d'autres questions? OK. Elle est située à peu près ici. Je m'excuserai de détourner mon regard, car sur l'autre côté, j'ai l'autre écran pour les questions. Maintenant, M81, galaxie de Bolt, qui est une très belle galaxie aussi, dans la Grande Ourse, encore une fois, de mars à juillet, parce qu'elle est un petit peu plus haute, un petit peu plus disponible.
C'est une magnitude quand même pas très, très élevée. 6,9, c'est quand même bien. À 11,6 millions d'années-lumière, c'est une belle galaxie. M80, M82, c'est deux belles galaxies que j'aime bien regarder dans la grande ours. On voit les situer un peu ici avec la galaxie du Cigar qui est juste à côté. Les deux sont très, très près quand même l'une de l'autre. La galaxie du Cigar, qui est très belle, on voit ici une belle photo là-bas, encore une fois. Dans la grande ours, encore une fois, de mars à juillet, elle est visible environ. Et la magnitude est un petit peu mieux, de 8,5. Elle est située à une distance à peu près de 12 millions d'années-lumière. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, les près M80 et M82 sont près l'un de l'autre. M101, qui est une très belle galaxie, la galaxie du Moulinet, quand la transparence du ciel est belle, on voit vraiment les bras spiraux qui s'étendent beaucoup, très, très larges, là, dans la grande ours, encore une fois. Dernièrement, je l'ai regardé, si je me souviens bien, au début du mois, alors que le ciel était quand même pas pire en ville, quand même, pour la ville, et on voyait très bien l'étendue des bras spiraux. Elle est visible naturellement de février à août à peu près, et la magnitude est un petit peu mieux encore, elle est à 7,9. C'est situé environ à 24 millions d'années-lumière. Elle est quand même très, très large, à 170 000 années-lumière. Alors, il me semble pas loin de Mizar. C'est une belle étoile aussi. Maintenant, la galaxie de l'œil du tigre, NGC 2841, qui est située aussi dans la Grande Ourse. Celle-là, je ne l'ai pas encore observée. Je me promets de l'observer bientôt, puisqu'elle est disponible, dans le fond, la meilleure période est de février à août. Donc, on est vraiment dans la bonne période actuellement. La magnitude est un petit peu plus élevée, 9,3, et quand même une bonne largeur de 150 000 années-lumière. C'est situé environ à 50 millions d'années-lumière. Maintenant, aussi, on va dans la galaxie de Bout qui est là. La galaxie NGC 2841 est à peu près ici. Regardez si des questions. Non. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Maintenant, M53, qui est un amorphe globulaire quand même assez brillant. Il est assez surprenant. Bon, c'est pas autant brillant qu'un M13, mais c'est quand même assez brillant. Dans la chevelure de Bérénice, donc de décembre à juillet, donc elle est quand même assez visible, c'est ainsi, avec une magnitude de 7,7. Donc c'est quand même assez bien. C'est assez surprenant, là, je l'ai observé, si je me souviens bien, en mars, et ça m'a surpris là, comment c'était brillant. Ici, on la voit dans la chevelure. La chevelure, c'est pas très gros, mais il y a quand même assez, beaucoup d'objets pour la grosseur de la constellation. M64, Black Ice, qui est très intéressant aussi, qui est dans la chevelure aussi, de mars à juin, une magnitude de 8,5. Je ne sais pas si la photo que j'ai prise dernièrement, mais on voyait très bien l'œil au vert noir. Et quand même, la taille est quand même assez respectable, 60 000 années-lumière, et située environ à 19 millions d'années-lumière. C'est quand même très intéressant. Je ne sais pas si j'ai mis la photo. Je crois que malheureusement. J'ai pris une photo dernièrement, puis on voyait très bien l'œil au vert noir. Il y a aussi M98, qui est une belle galaxie, dans la chevelure, encore une fois, qui est visible dans la meilleure période de février à mai. Une magnitude d'environ 10, qui est quand même un petit peu plus tard, plus difficile à voir en ville, en tout cas, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand même assez large aussi, 185 000 années-lumière, situé environ à 60 millions d'années-lumière. C'est une belle galaxie, elle aussi. Elle est située juste pas loin de Nebula, qui est dans la constellation du Lion. Je crois que j'ai une question. J'ai une question. Non, il ne me semble pas que j'ai des questions. Il me semble que j'ai pensé quelque chose. M'excuserez. Non, je pense que j'ai une question, excusez-moi. Il y a M100, la galaxie spirale du sèche-cheveux, bon, à 56 millions d'années-lumière, dans la chevelure encore une fois. Donc, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'objets dans la chevelure.
Elle est disponible de janvier à mai. En fond, elle est disponible. C'est la meilleure période pour l'observer. La magnitude est un petit peu plus élevée, de 9,3. Et est quand même assez large, à 100 000 années-lumière. C'est quand même une galaxie qui est assez belle à regarder. Et on voit là à côté qu'il y a d'autres choses là, qui est intéressant aussi sur cette photo-là de Hubble. On voit ici un petit peu plus loin que de niveau-là. Maintenant, une galaxie que j'aime bien, qui est très pointue, c'est pour ça qu'elle s'appelle la galaxie de l'aiguille, NGC 4565, qui est aussi dans la chevelure, à 31 millions d'années-lumière. Et on remarque une autre galaxie, que d'autres galaxies ici, sur une image que je ne me souviens plus des noms. Je pense que je l'ai à la suite de cette image-là, mais je ne suis pas certain. Elle est visible de décembre à juillet, c'est la meilleure période. Elle est à une magnitude de 9,6, qui est un petit peu plus élevé pour la ville. C'est quand même assez difficile en ville, mais ça vaut la peine. C'est un bel objet qui est assez pointu. C'est assez bien. Elle est située juste ici. Je pense que j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des galaxies spirales qui ont des trous noirs? Oui, il y a des galaxies qui ont des trous noirs, effectivement. Je ne pourrais pas vous dire lesquelles, mais je sais que la plupart, je crois, une grande majorité des galaxies qui ont des trous noirs. Comme la nôtre, on a un trou noir dans notre galaxie. Maintenant, les particularités et les défis. Voici, il y a l'observation qui est quand même très intéressante, comme des étoiles doubles ou triples qui peuvent être intéressantes, entre autres Nizar et Alcor. On voit ici une photo de M. Eclipse, d'Espanac. On voit ici là, c'est très intéressant, c'est très beau là, comme regardez, là, même en ville, on peut voir ça. On voit ici. C'est quoi ça? C'est un défi qui est très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre sur le chat. C'est quoi qu'il y a dans ce coin-là? Je vais regarder. Est-ce que quelqu'un a une réponse pour savoir quel objet? Je peux vous donner un indice, c'est pas un objet. André qui dit chaîne, chaîne, chaîne de quoi? André, il y a une partie de la réponse. Oui, exact. C'est ça, André. On va regarder. La chaîne de Mark-Karyan, qui est une chaîne quand même très intéressante. C'est très fun à regarder parce qu'il y a énormément d'objets dans cette chaîne-là. Ici, là, vous voyez, c'est dans la Vierge. Là. On remarque ici là, combien d'objets, NGC 4477, NGC 4413, NGC 4458, 4461, vous voyez là, énormément d'objets. Donc, si vous avez un télescope avec un grand champ, avec un bon oculaire qui a un grand champ, vous voyez beaucoup d'objets, donc vous pouvez rester longtemps, on voit plein d'objets dans le trou, puisqu'on reste longtemps, et dans un ciel noir, on va voir de plus en plus d'objets. C'est quand même une des choses qui est bien fun à faire. La chaîne de Mark-Karyan, qui est dans la Vierge. Voici une photo que j'ai prise cet hiver, une partie de la chaîne que j'ai pris avec mon télescope. On voit ici IC4425, IC4387, M84, M86, IC4402. Dans le fond, le truc que j'ai pris, moi, j'ai pointé sur M86, je savais qu'il y avait au milieu, et à partir de là, on peut voir des choses. Même ici, là, je n'ai pas exposé très longtemps, mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est ici aussi. Et il y a peut-être quelque chose là. C'est quand même des choses intéressantes à regarder. Maintenant, on va parler de phénomènes observés à l'œil nu. Le samedi 9 mai, qui est bientôt, en milieu de nuit, il va y avoir un rapprochement entre la Lune et Antares, l'étoile principale de la constellation du Scorpion. On voit ici Antares et la Lune.
Naturellement, c'est toujours très bas à l'horizon. Le Scorpion, nous autres, on ne le voit pas très haut. Il est toujours très, très bas à l'horizon. Et Antares, c'est une étoile rouge, rougeâtre qui flash beaucoup, 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 qui scintille beaucoup, dans le fond. Aussi surnommé Antares, on la surnomme aussi l'anti-Mars, parce qu'elle est rouge un peu comme Mars. Le 12 mai, en fin de nuit, en passant, toutes les informations que je vous dis présentement sont sur le site web. Je vous ai montré le lien à la fin. Ils sont tous disponibles sur le site web. Le 12 mai, en fin de nuit, quand je parle en fin de nuit, c'est vraiment à 4 heures du matin, donc c'est très tôt, en fin de nuit ou très tôt le matin. Il y a un rapprochement intéressant entre la Lune, les planètes Saturne et Jupiter. On voit ici Saturne et Jupiter et la Lune qui est juste à côté. Naturellement, la Lune va être quand même assez brillante, bon, mais on va voir quand même les objets. Et si on remarque un petit peu plus loin, Mars qui commence à se pointer aussi. Donc, c'est quand même une observation intéressante à faire. Naturellement, il faut se lever tôt. As-tu des questions? Bon. Le 15 mai, en fin de nuit, un rapprochement entre le faible croissant lunaire et la planète rouge Mars. On voit ici. Tout à l'heure, la Lune était ici dans le coin. Et quelques jours plus tard, elle se trouve ici, un faible croissant, très proche de Mars. Ça aussi, c'est très tôt le matin. Ou très tard le soir. Maintenant, le 21 mai, un rapprochement très intéressant, très, très serré, dans le fond, entre Mercure et Vénus. On voit ici, là, Mercure et Vénus. Ça va être quelque chose quand même intéressant à voir. Là, c'est quand même assez visible. Là, à 21 h, dans le fond, le 21 mai, il fait encore clair un peu. C'est ça qui peut être difficile, mais un petit peu plus tard, là, si vous avez l'horizon dégagé, ça va être quelque chose à regarder aux jumelles. Le 23 mai, au coucher du soleil, aussi le faible croissant lunaire prend en compte aussi. Ce qui va être intéressant, c'est le 23. Bon, on a encore Mercure et Vénus sont quand même assez près, un petit peu plus éloignés. Et on a le faible croissant lunaire qui vient compléter le trio. C'est une chose aussi assez bien à regarder. Maintenant, je vois que mon texte est un petit peu dans le haut, un petit peu trop élevé. Le 24 mai, on voit ici, encore une fois, bon, on appelle ça la lumière cendrée. C'est la lumière cendrée du Soleil avec Mercure, ici, et Vénus. La lumière cendrée, dans le fond du Soleil, c'est la lumière réfléchie par la Terre vers le côté sombre de la Lune. C'est une de mes choses préférées, là, la lumière cendrée. C'est toujours très beau à voir. On voyait comme plein de lumière, mais on voit toute la partie noire de la Lune quand même qui est visible. Le 25 mai, encore une fois, on regarde ici la Lune. Okay, elle se retrouve dans le fond en plein milieu des Gémeaux, qui a encore le faible croissant lunaire qui est en plein milieu des Gémeaux. Maintenant, le 28 mai, en début de nuit, rapprochement entre la faible croissant lunaire et Régulus, qui est l'étoile principale du Lion. On voit ici le croissant lunaire et Régulus qui est juste à côté, donc 22 heures. Donc, c'est quand même assez tôt. Maintenant, le 3 juin, au coucher du soleil, OK, vers 21h15, Mercure, on peut voir, là, ici, si je me souviens bien au début, j'ai dit là, que le 3 juin, c'était dans le fond la meilleure période pour l'observation de Mercure. Si vous avez choisi au début, là, si vous avez bien suivi. En fond, c'est la date là, ces dates-là, à peu près à l'entour du 3 juin. Le 3 juin, c'est la meilleure période. Et à l'entour du 3 juin, naturellement, ils font un horizon dégagé. La planète est très, très basse à l'horizon, mais on pourrait voir Mercure. Naturellement, c'est toujours proche de cette date-là. Ça peut être une journée avant, une journée après, mais quand même très proche. Naturellement, au Québec, on ne peut pas compter souvent que les journées sont toujours qu'il n'y a pas de nuages, donc il faut quand même viser quelques jours avant ou quelques jours après. Il y a toujours des nuages, souvent la meilleure journée. Comme vous remarquez que lors des pleines lunes, c'est toujours les ciels les plus beaux, généralement, malheureusement pour nous. Le 5 juin, quand même en milieu de nuit, en fin de nuit, rapprochement entre la Lune et encore une fois Antares. On voit ici que Jupiter commence à se pointer le nez. Donc, c'est quand même intéressant. Là. On est plus dans les alentours de 4 heures du matin. Vers 2 heures du matin, donc un petit peu même plus tôt, on va pouvoir percevoir Jupiter. Le 8 et 9 juin, en fin de nuit, encore une fois, la Lune rencontre Jupiter et Saturne.
bon, c'est une chose très, très intéressante. Ici, là, c'est à 3 heures du matin. Et le 8 et 9 juin, si on remarque ici, le 8 juin, la Lune est ici, on voit Jupiter, Saturne, et la Lune ici qui est à droite, le 8, et le 9, elle est à gauche. Donc, c'est quand même intéressant. Et on voit ici Mars aussi qui commence à se pointer. Le 13 juin, en fin de nuit, encore une fois. Maintenant, on avait ici, la Lune était ici tout à l'heure. Maintenant, un petit peu plus tard, le 13 juin, le faible croissant lunaire est très proche de Mars. Avant le lever du soleil, le 18 juin, encore une fois, c'est la lumière cendrée. On a la lumière cendrée, dans le fond, soit avant le lever du soleil ou la lumière cendrée après le coucher du soleil. On voit ici la Lune, et ce qui est intéressant, c'est Vénus aussi qui est ici. Là. Le 19, en fin de nuit, rapprochement très, très serré entre le faible croissant lunaire et Vénus. Il y a même une occultation. Mais malheureusement, nous autres, on va assister seulement à la fin de l'occultation, qui est à 4h12 du matin. L'occultation débute à peu près à 3h26 pour se terminer à 4h12. Maintenant, hop. Maintenant, toutes les informations que j'ai mentionnées là, pour les choses à l'œil nu sont ici disponibles sur le site web, là, la partie suggestions d'observation. Il y a beaucoup d'informations sur le site web, là, surtout dans sa partie ici, qui est les éphémérides et les suggestions d'observation. Maintenant, j'ai terminé. Bonne observation tout le monde. Si vous avez des questions, c'est le temps. Et comme j'ai mentionné, la semaine prochaine, mercredi prochain, là, je ne l'ai pas encore annoncé, mais mercredi prochain, je vais faire le ciel de l'été. Je réponds maintenant aux questions. Bon, je pense que Sylvain, j'ai vu Sylvain qui avait levé la main. Bon, je vais aller. Sylvain. Oui, Sylvain, ton micro est ouvert, tu peux poser ta question. Oui, bonsoir Alain. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un bon site Internet ou un bon logiciel qui nous permet de faire, comme on dirait, une liste des meilleures choses à observer le soir, tout dépendant de notre localisation ou le type de télescope qu'on a au niveau de la magnitude et tout ça? Oui, mais il y en a des très bons, il y en a des payants. Il y a SkyTool, entre autres, qui est un logiciel qui est très, très, en tout cas pour moi, c'est le meilleur. Par contre, il est payant. Mais il y a un logiciel français aussi que j'utilise, que je mets les informations sur justement le site web. À chaque mois, je crée une liste PDF sur le site web des plus belles observations à faire pendant ce mois-là, qui est faite avec un logiciel qui est AstroGenerator, qui est un logiciel français, qui est en français. Bon, il y a quelques bugs, là, mais c'est un logiciel gratuit. Il fonctionne quand même assez bien. Merci beaucoup. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que, bon, à quand la prochaine session avec ton Eviscope? Bon, pour l'Eviscope, bon, je devrais faire une session théoriquement bientôt. Ben, quand je parle de bientôt, probablement d'ici 2 semaines, quand on va être en meilleure position là, par rapport à la Lune, parce que c'est ainsi, là, on s'en va, si je me souviens bien, j'ai dit que c'était le 7, la pleine Lune. Donc, bon, je ne ferai pas de session avec l'Eviscope, mais je devrais en faire, on va essayer d'en faire au moins quelques fois par mois, vu qu'on est en confinement et on ne peut pas faire grand-chose à part ça. Et cet été, ce n'est pas confirmé, c'est une primeur que je vous annonce aujourd'hui, on devrait faire des sessions d'observation au jardin botanique. Actuellement, ce n'est pas encore confirmé et on ne sait pas de quelle façon on va faire ça. C'est supposé être par petits groupes, mais à chaque semaine de l'été, chaque semaine cet été, il va y avoir des observations au jardin botanique. Je n'ai pas encore le détail, mais c'est l'un des prochains. Et mon Eviscope devrait être là. Et le planétarium a acheté 4 Eviscopes, entre autres. Il y en a un qui est rentré, les 3 autres ne sont pas encore rentrés.
Mais on devrait quand même voir beaucoup de choses avec Telescope. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on voit des galaxies qu'on verrait en pleine ville, qu'on verrait à la campagne. Donc, des galaxies, vous allez voir au roc avec votre télescope standard. Même, je parlais avec Pierre Tourné qui a un 22 pouces et il a regardé avec moi le Telescope. Il y a des objets dans son 22 pouces, même dans le noir, qui ne voient pas avec le Telescope qu'on voit en pleine ville. Donc, c'est quand même assez intéressant. Pour le terrain d'observation, actuellement, comme vous saviez, on est en discussion avec des partenaires à bloc pour le terrain, mais avec la pandémie, tout est arrêté. Eux autres sont supposés de se réunir, on leur a fait une offre sur papier, ils sont supposés de se réunir à la fin mai pour voir notre offre, puis prendre une décision. Mais la semaine prochaine, je vais aller avec Pierre Tourné pour un peu inspecter la qualité du ciel sur place et discuter pas mal avec une des personnes qui est là pour voir. On essaie d'avoir au moins une entente d'ici la fin mai ou début juin. C'est ce qu'on souhaite tous. C'est sûr qu'actuellement, avec la pandémie, ça n'a pas facilité les choses. André demande si ça va être gratuit au jardin. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas pour l'instant. Je n'ai pas plus de détails. J'ai rien que c'est un projet, dans le fond, qui a été émis par le planétarium qui m'ont demandé la participation, mais pour l'instant, je n'ai pas plus de projets. Par contre, je peux vous annoncer un autre primeur qui va être annoncé bientôt. Officiellement, on va faire une assemblée générale. Bon, on avait attendu que la situation se place. Sauf que semblerait que la situation va durer plus de temps que prévu. Donc, on fait une assemblée générale au mois de juin. Si je me souviens bien, c'est le 6 juin. Une assemblée générale qui va être en mode Zoom, dans le fond, en ligne. Et s'il y a lieu un vote, on va voter avec un système de vote en ligne, vote en ligne secret. Mais on n'a pas le choix, il faut faire quand même une assemblée générale. On ne peut pas attendre jusqu'en septembre. Même en septembre, on ne sait pas jusqu'à quel point que la situation va être corrigée jusqu'à un certain point. Pour l'instant, on n'a pas de détails. Tout ce qu'on sait, c'est que le planétarium, pour l'instant, il est fermé. On sait qu'il va rester fermé jusqu'à la fin mai minimum. Mais comme je l'ai écrit cette semaine, toutes les semaines, dans le fond, qui sont perdues, vont être compensées pour ceux-là qui sont membres de la SAPEM actuellement, au moment du 13 mars, qui sont membres de la SAPEM. Et lors de votre renouvellement, si exemple, si ça a été fermé pendant 7 semaines, lors de votre renouvellement, on va additionner 7 semaines à votre abonnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bienvenue, Suzanne. Bon, comme j'ai mentionné, la présentation va être sur la chaîne Facebook, pas Facebook, sur la chaîne YouTube, excusez, de la SAPEM. Probablement demain, dans la journée. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. OK, il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à la présentation. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Et comme j'ai dit, la semaine, mercredi prochain, je vais l'annoncer probablement demain. Mercredi prochain, je vais faire le ciel de l'été sur le même principe. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne soirée tout le monde. Je mets fin à la présentation.